Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien, et aujourd'hui j'aimerais vous parler du saké japonais, de son histoire, de sa fabrication et de tout ce qui entoure cette boisson mythique. Prêt pour un voyage gustatif? Eh bien, avant d'en dire plus, intro. Tout d'abord, il faut mettre ou remettre les pendules à l'heure. Le saké n'est pas vraiment du vin, mais une boisson alcoolisée. Qui plus est, le terme saké pourrait englober toutes les boissons alcoolisées qui existent, et pas seulement l'alcool de riz japonais. On le retrouvera pour la toute première fois dans le Kojiki, notamment avec l'épisode de Susanoo, divinité impétueuse qui créera un subterfuge avec des tonneaux de saké pour occuper par diversion le serpent à 8 têtes, le Yamata no Orochi, afin de le tuer et de sauver sa belle Dulcinea. En ce qui concerne ses origines concrètes, le saké, comme on l'entend aujourd'hui, serait apparu au Japon vers le 3e siècle, avec le développement de la riziculture. Sa fabrication était alors réservée aux prêtresses qui devaient mâcher le riz avant de le laisser fermenter grâce à des enzymes contenues dans la salive, créant ainsi le Kuchikami no Sake ou encore le Kuchikamizake, littéralement l'alcool mâché à la bouche. Cet alcool était ainsi bu lors des cérémonies funéraires, mais fut ensuite essentiellement fabriqué par les moines shintoïstes. En effet, au 8e siècle, les Fudokie, rapports impériaux relatant les us et coutumes des différentes provinces japonaises, rapportent des mentions relatives à une production du saké déjà plus démocratisée. Ces cahiers donnent alors un meilleur éclairage sur les méthodes de production originelles. Au Xe siècle, le livre du Engishiki, commandé par l'empereur Daigo et consignant les traditions et lois de l'époque, put donner une description plus précise encore des méthodes de production du saké de l'époque. À partir du XIIe siècle, la méthode de brassage se modernisa et les sanctuaires et même au sein de la cour impériale, on commença à utiliser des cuves dans lesquelles l'eau et le riz auraient été mélangés. Le saké était alors principalement destiné à être bu par l'empereur ou bien lors de cérémonies religieuses. Jusqu'au XVe siècle, les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto deviendront alors les principaux lieux de brassage du saké. De plus, c'est durant le Moyen-Âge japonais que fut introduit l'acide lactique dans le processus de fermentation afin de maîtriser la prolifération microbienne, l'utilisation de riz poli, qui jusque-là était limitée à la fabrication du koji, et que la pasteurisation du saké fit son apparition. À partir du XVIIe siècle, la production du morohaku, initialement limitée aux villes de Itami et Ikeda dans le Kansai, s'étendra dans les villes les plus importantes du pays, à savoir Kyoto, Osaka et Edo, qui deviendra plus tard Tokyo. L'arrivée de scientifiques européens au Japon au milieu du XIXe siècle marquera les débuts de la recherche scientifique en matière de saké. L'allemand Oskar Korschelt et le britannique Robert William Atkinson furent les premiers à s'intéresser à la science derrière les méthodes de production ancestrales et s'étonnèrent notamment du fait que la pasteurisation à basse température était connue des Japonais depuis des centaines d'années déjà. De plus, durant la période Meiji, le Hyakuke Setsurin, une collection d'essais sur la période Edo, donnera un meilleur aperçu de la façon japonaise de penser la consommation d'alcool. Dans un de ces essais, il est semble-t-il d'ailleurs noté 10 vertus qui viendraient du saké. Corriger la bienséance, permet de travailler plus dur, oublier le chagrin, relâcher la dépression, permet la pleine conscience, éviter la maladie, enlever le poison, permet une meilleure sociabilité, permet de nouer une relation et de prolonger la vie humaine. Enfin, en 1904, l'Institut national pour la recherche sur le brassage fut créé, et les études s'accumulèrent et permirent de parfaire jusqu'à aujourd'hui encore le brassage de la boisson alcoolisée japonaise, si célèbre mondialement. Mais comment est-il fabriqué aujourd'hui ? Tout commence par le riz qui est poli à différents degrés en fonction de la qualité du saké que le producteur veut créer. Le riz est ensuite lavé, trempé et cuit à la vapeur. Il ne s'agit pas du même type de vapeur que pour la cuisson du riz normal. Au lieu de cela, la vapeur est amenée du fond de la cuve à vapeur pour donner au riz un centre plus doux, mais une surface extérieure plus dure. La moisissure, appelée koji, est ajoutée au riz à la vapeur et se développe pendant 36 à 45 heures. Ensuite, on fabrique un démarreur de levure appelé shubo pour préparer le mou de fermentation principale appelé le moromi.
Le shubo, le riz cuit à la vapeur, le koji et l'eau reposent alors dans une cuve pour fermenter pendant une journée avant que l'on ajoute davantage de riz cuit à la vapeur, de koji et d'eau pour augmenter le volume du moromi. Le tout fermentera alors pendant les 3 à 4 semaines suivantes. Une fois prêt, le mélange est pressé pour séparer les solides et le liquide du saké. Les brasseurs peuvent cependant ajouter des alcools neutres, puis le liquide sera filtré et pasteurisé. La plupart des sakés sont ensuite laissés à vieillir et à se stabiliser pendant 1 an au maximum. Bien sûr, il existe cependant des variantes selon le riz utilisé et ce qui est amené en plus pour donner un goût différent. La classification officielle du saké est basée présentement sur 3 critères. Ses ingrédients, son procédé de fabrication et le degré de polissage du riz, le seimai buai, qui est exprimé en pourcentage, indiquant la proportion du cœur du grain de riz restant après le polissage selon le poids. Plus le pourcentage est bas, plus le degré de polissage du riz est élevé. D'une manière générale, plus le grain de riz est poli et plus le saké sera fin, subtil et complexe. Un taux de polissage élevé ne signifie pas forcément que le saké sera automatiquement meilleur. Attention, le pourcentage dont nous parlons indique le taux résiduel. 60% signifie par exemple qu'il reste 60% du grain de riz initial et que donc 40% ont été retirés par polissage. Plus le pourcentage est faible, plus le taux de polissage est élevé. C'est un processus qui demande beaucoup d'attention. Il ne faut pas non plus casser le grain de riz lors des frictions ni que la température augmente trop lors de cette étape. Mais avant d'entrer dans le détail des différentes catégories, il faut savoir que l'on distingue 2 grands groupes de saké. Les sakés premium ou haut de gamme, qui représentent moins de 30% de la production globale et rassemblent les sakés sous la classification officielle dite de Tokutei Meisho Shu. Et il y a les sakés communs. En volume, ils sont aux alentours de 70% de la production totale, et ces sakés sont dits de type Futsu Shu. Voici donc maintenant les différents types de sakés que vous pourrez retrouver et ce qui les différencie. Les fameux Futsu Shu, dont le riz entrant dans leur fabrication est généralement poli à 70% et dont on y ajoute même parfois une quantité d'alcool neutre équivalente à 20% de la quantité de riz poli. L'ajout d'alcool dans le saké est une pratique ancienne qui permettait une meilleure conservation du liquide dans le temps. Pendant la période de restriction de la Seconde Guerre mondiale, et les années qui suivirent même, c'est pour faire gonfler artificiellement les quantités produites que l'on coupait le saké avec de l'alcool pur. Il est cependant difficile de décrire avec précision les arômes et saveurs du saké ordinaire car ceux-ci varient énormément d'une région à l'autre du Japon. Un Futsu Shu pourrait donc être comparé à un vin de table et se consommerait plutôt d'ailleurs chaud. Ensuite, nous avons 5 grandes catégories bien connues qui se différencient souvent par leur taux de polissage. Il y a les Ginjo, les Dai Ginjo, les Junmai Ginjo, les Junmai Dai Ginjo et les Honjozo. Ensuite, nous avons des catégories un peu plus originales et un peu plus travaillées. Le Namazake est non pasteurisé, aux touches fraîches et vivantes. Il est à boire très rapidement et il faut le conserver au frais pour ne pas que les levures reprennent le processus de fermentation. Le Namachozo est pasteurisé juste avant la mise en bouteille. Il a donc été levé quelques mois sans pasteurisation, cela lui conférerait un goût vif et frais. Le Nigori est non filtré, ou du moins filtré à travers de grosses mailles, présentant un aspect laiteux du fait qu'il contient des particules de riz en suspension, et il peut être d'ailleurs considéré comme une forme ancienne du saké dans la mesure où la filtration n'a été inventée qu'au 7e siècle par les moines. Le happo est pétillant. Assez rare et, même si certains d'entre eux ont reçu un ajout de gaz, la plupart fermentent directement en bouteille. Les bulles sont vives et picotent agréablement le palais, mais attention à l'ouverture, il faut y aller doucement afin de libérer le gaz peu à peu. Le genshu est sans adjonction d'eau en fin de fermentation. L'addition d'eau de source permet parfois de contrôler le degré d'alcool et la saveur finale du produit. Dans le cas du genshu, cela n'est pas autorisé du coup. Le Kimoto Yamahai est issu d'une technique qui consiste à ne pas ajouter d'acide lactique durant la fermentation afin de laisser les levures se développer de façon naturelle. Il faut davantage de temps pour produire un Kimoto, mais il en résulte des sakés aux saveurs puissantes, bien qu'un peu rustiques parfois. A noter qu'en temps normal, les brasseurs ajoutent de l'acide lactique durant le processus de fermentation pour aider au développement des levures qui ont besoin de cet élément essentiel. Le taruzake est stocké pendant un temps dans un fût fait de cèdre japonais conférant au produit fini un agréable arôme boisé.
Le Koshu est vieilli, en fût ou en cuve, au moins 3 ans. Il a une robe très particulière, ambrée, parfois rouge, et a des notes d'alcool cuit. Le Muroka est non clarifié. En effet, la plupart des sakés sont filtrés au charbon actif, ce qui a pour effet notamment de les clarifier. Les Muroka ne passent pas par cette étape et conservent pour cette raison un goût plus brut, avec des saveurs plus prononcées de riz. Et le Kijo est noble. Au début de la fermentation, on ajoute des ingrédients dont le riz et l'eau en plusieurs étapes afin de maîtriser le processus. Pour les Kijo, on incorpore du saké à la place de l'eau lors du dernier ajout. C'est donc un petit peu un saké au saké, ce qui le rendrait doux et moelleux. C'est un saké assez rare et qui est souvent d'ailleurs vieilli plusieurs années même. Maintenant qu'on connaît la plupart des types de saké, il reste l'éternelle question de sa façon de le boire, chaud ou alors froid. Eh bien il faut savoir que chaque saké a sa propre température de service. Il est en outre possible sur un même saké de jouer sur les températures en allant de très frais à chaud. Mais pour un premier contact ou une évaluation, il serait préférable qu'il soit légèrement frais. En effet, le choix de la température dépend du saké lui-même, mais aussi du moment. La tradition du saké chaud étant réservée à une période hivernale et du début de la saison froide aux premières lueurs du printemps. On retiendra néanmoins une chose, c'est que tous les sakés premium s'apprécient particulièrement lorsqu'ils sont servis frais. Toutefois, le saké Junmai peut se déguster à température ambiante. Lorsque le saké est servi chaud, il ne doit pas être trop chaud, à la température idéale se situant entre 40 et 45 degrés. Voici les différentes températures de service et leurs appellations respectives en japonais. 0 degré Mizore Zake, 5 degrés Yukibiye, 10 degrés Hanabiye, 15 degrés Suzubiye, 20 degrés Joon, 35 degrés Hitohadakan, 40 degrés Nurukan, 45 degrés Jokan, 50 degrés Atsukan et 55 degrés Tobikirikan. Pour terminer, tous conseillent plus ou moins de conserver une bouteille de saké de 2 manières différentes. Non entamée, une bouteille de saké se conserve plusieurs mois, voire plusieurs années, verticalement à l'abri de la lumière et dans un endroit frais. Une fois ouverte, il est donc recommandé de conserver la bouteille au réfrigérateur et de boire le saké dans la semaine ou même les 10 jours qui suivent. Voilà, cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et matane.